Bonjour, alors aujourd'hui, je vais vous parler assez rapidement du critère que j'utilise pour savoir si une société internet est intéressante à être achetée ou pas, et ce que je regarde. Donc, j'ai répondu ça récemment à quelqu'un qui voulait que je serve de relais pour la vente d'une entreprise internet. Et alors, on m'a répondu que je ne voyais que le mal partout et que vraiment j'ai l'esprit mal tourné. Bon, bah, je vous rassure, il vaut mieux avoir l'esprit mal tourné dans le business internet parce que je suis entouré de dizaines et de dizaines d'entrepreneurs du net et ce qui se passe et nécessite au moins ce dont on va parler aujourd'hui très rapidement, encore une fois, parce que ça, en fait, on comprend où est l'arnaque, où est la malhonnêteté des entrepreneurs. Vous savez, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui cherchent à faire un pic sur une société internet, puis après à les revendre à des investisseurs. Et en fait, comme il n'y a pas de rendement en termes d'investissement aujourd'hui, puisque les taux d'intérêt sont négatifs et que les dividendes rapportent 3%, que l'immobilier rapporte rien, en fait, il y a un peu une course mondiale au rendement et les business internet sont un peu en train d'être transformés en produits d'investissement dans lesquels, en fait, les brokers américains calculent le temps nécessaire pour faire tourner un business internet, un peu pour obtenir des revenus semi-passifs. Et en fait, plus le temps nécessaire pour faire tourner le business est faible, et la compétence inexistante, et plus le business internet à la vente se valorise cher. C'est à peu près ça qui est en cours en ce moment à l'échelle du business anglo-saxon. Et donc, aujourd'hui, les entrepreneurs du net en face cherchent à gonfler les chiffres. Et on va parler de ça maintenant. Je vais vous montrer comment. Et en fait, derrière, ce qu'ils font maintenant, c'est qu'ils cherchent à mettre en place des équipes de manière à ce que l'investisseur racheteur, qui va lui permettre le way out, qui va permettre de sortir de la boîte, l'investisseur n'ait pas à trouver des ressources humaines nécessaires pour faire tourner la boîte. Et donc, quand vous avez en fait, c'est ni plus ni moins que la transformation d'un business model Internet, un e-commerce basique, en produit d'investissement. C'est un peu ça on voit à peu près émerger en ce moment. Généralement, on parle de 30 fois le bénéfice mensuel, le profit mensuel. 30 fois environ, c'est le prix de vente. Mais après, ce prix de vente se vend-il à partir, encore une fois, de la présence d'un team humain capable de faire tourner la boîte sans qu'il y ait un mec derrière qui connaisse le détail du business et de la communication. Alors, s'il y a un team, bien sûr, la boîte vaut beaucoup plus cher que s'il n'y a pas de team et que le repreneur investisseur doit faire le boulot lui-même. Ça, généralement, il y a une décote assez forte. Et ensuite, le prix de vente est impacté directement par quelque part ce qu'on appelle le repeat business, c'est-à-dire quand des clients vont et viennent et reviennent commander plusieurs produits dans le même business, ce qui dénote une certaine fidélité, une certaine inertie très positive pour l'entreprise puisque bah, tout simplement la fidélité des clients, acquérir un client coûte beaucoup plus cher qu'un client qui revient commander une deuxième fois. Quelque part, la dépense est beaucoup plus faible. Donc, le taux de repeat business est quand même très important quand on achète une boîte sur le net. Alors, moi, qu'est-ce que je regarde? Je ventile toujours le trafic organique et le trafic bah, acheté par de la pub et les taux de conversion en repeat business. Alors, ce qu'on voit, enfin ce que je vois chez mes copains entrepreneurs et puis dans différentes activités que je peux avoir, c'est que quand on fait du trafic naturel, dur, organique, c'est-à-dire bah, typiquement Objectif Eco, qui fait aucune pub à ce jour, jamais, depuis 10 ans, on n'a jamais fait aucune pub. Euh, donc on publie du contenu et donc les clients qui nous rejoignent, quelque part il y a un lien entre les clients et le contenu publié, les auteurs qui parlent. Et donc ce sont des gens, comment dire, ce sont des clients avec qui on va développer une proximité et le taux de repeat business est très élevé, plus de 50% chez Objectif Eco par exemple. Euh, alors que dans d'autres activités, en fait, où il n'y a pas de publication de contenu, parce qu'évidemment, publier du contenu comme on fait, c'est assez, ça demande un gros effort. Et donc, dans d'autres, la plupart des business, des entrepreneurs aujourd'hui ne veulent pas passer par la case contenu et préfèrent acheter du trafic, monter des tunnels de vente et donc convertir ce qu'on appelle le trafic froid, les clients qui ne les connaissent pas, les convertir en clients via une séquence d'emails, de vidéos ou de retargeting sur les plateformes de pub.
Et donc, ce qu'on constate tous, c'est que le repeat business tiré d'un client froid qui a été conquis par de la pub est extrêmement bas, 5-10%. La plupart du temps, en fait, les gens font du one shot et puis ils ne reviennent pas commander, soit parce que les produits ou le service sont défectueux, soit pour X raisons. Et donc, quand on est entrepreneur et qu'on veut racheter une boîte, c'est pas du tout notre intérêt d'avoir un client, parce qu'en fait, on se retrouve avec des chiffres, une quantité de leads, une quantité récupérée par la pub, une quantité d'argent dépensé, une quantité de clients qui ont acheté les produits, donc on a des chiffres de vente. Mais enfin, au final, si les clients ne reviennent pas, grosso modo, tant qu'on ne fait pas de la pub, le chiffre d'affaires il est quasiment de zéro, quoi. Donc on se retrouve avec une dépendance totale vis-à-vis de la pub. Et donc, tout le chiffre, pour moi, enfin tout le système, pour piger la marge d'une société Internet, ça consiste à ventiler trafic organique, voilà, à la dure avec du contenu et combien de repeat business derrière et quel est le cycle de vie des clients, combien de temps ils durent avant de quitter la boîte et de plus jamais acheter. Euh, Par rapport à du trafic froid acheté par de la pub où le client vient et s'en va, quoi. Et il n'y a pas jamais de repeat business. Donc ça, c'est quand on rachète un business Internet, si on ne comprend pas comment la boîte a organisé son chiffre d'affaires, comment elle le construit et quel est le niveau d'inertie, on peut se faire baiser. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'en ai autour de moi qui font ce jeu, qui rêvent de le faire, c'est qu'on peut arriver à épuiser les audiences sur Facebook. Quand on commence à dépenser Facebook, YouTube, je connais moins de personnes qui pubent sur YouTube, mais sur Facebook, j'en connais. Ce qui se passe, c'est quand on commence à claquer 100, 200 000, 300 000 dollars par mois ou euros par mois sur une niche, qu'on distribue son produit dans une dizaine de pays différents, au bout d'un an, en fait, on a claqué 1, 2, 3 millions de dollars sur une niche, encore une fois, à l'échelle de la consommation occidentale. Et bien, il arrive que Facebook ne puisse plus en fait trop trouver de nouveaux prospects. Alors, fumer comme ça, épuiser les audiences comme ça dans le dur, il faut faire au moins 1 à 2 nouvelles pubs par mois. Donc, c'est des campagnes qui durent entre 2, 3 et puis 10, 15 jours maxi. Parce qu'après, comme l'audience est épuisée, les prix des ads explosent à la hausse. Donc, il faut changer le visuel, changer la campagne et recommencer à zéro. Donc, quand on fait ça, on fait ce petit jeu. Donc, c'est une espèce de course, c'est un espèce de sprint pas possible. Il arrive un moment en fait où le chef d'entreprise sent au contact du marché, il sent qu'en fait il peut plus pousser. Il soutient comme ça un peu dans le vide, un peu de manière artificielle, en investissant un gros paquet dans la pub. Et ils sentent tous, ils le savent, qu'ils touchent une espèce de limite où les efforts nécessaires pour continuer à scaler et faire de la croissance ne sont pas jouables parce qu'en fait, il faudrait changer de pub tous les 2-3 jours pour que Facebook continue à assurer un même taux de progression commerciale, de nouveaux prospects et de nouvelles ventes. Voilà, il faudrait quasiment changer tout le temps de pub parce que tout simplement l'audience est épuisée. Et donc c'est là où ils veulent sortir, c'est là où ils commencent à se dire bon, c'est pas possible, même si je bosse comme un cinglé et que je fais des pubs tout le temps, je vais pas réussir à scaler comme je le veux. Donc ils touchent la limite haute de la demande de la niche. Donc ils la sentent, ils la sniffent, et là ils disent ah ben je vais vendre mon business. Donc je vais pigeonner un mec qui va racheter, je suis au sommet de mon art, je suis au sommet de la patate commerciale maximale avec grâce à la pub. Donc les chiffres sont, voilà, c'est toujours les croissances explosives, hein, on a des business qui explosent en un an. Et donc les mecs ils se disent bon maintenant il est temps de sortir. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils montent des teams, voilà, pour dire bon petit cher mon cher investisseur, je t'accueille les bras ouverts, t'as rien à branler, juste 1 heure par jour, à relever les compteurs, grosso modo ça tourne tout seul, tiens voilà les chiffres, etc. Ce sont des pièges à cons. Je veux dire, il faut appeler ça comme par son nom. Tout simplement parce que le potentiel de croissance est fini sur la plateforme de pub et grosso modo, aujourd'hui, à part YouTube, des Google Ads, mais c'est quand même compliqué et cher. Donc à part YouTube et puis Facebook Ads, grosso modo, il n'y a pas 36 manières de trouver du nouveau prospect et d'attraper de trafic froid à convertir. Donc grosso modo, les mecs sortent et l'investisseur arrive et puis dit bah écoute, c'est que 30 mois, je te vends 30 mois les profits. Voilà, tu as un team qui fait le boulot à ta place, tu as juste là à gérer le bazar et tu vas voir, c'est de la balle. Mais qu'est-ce qui se passe? En tant qu'investisseur, on est habitué sur les actions à avoir 16 ans, 18 ans, 20 ans, voilà, avant de récupérer sa mise avec des faibles dividendes. On se dit dans 30 mois, je récupère ma mise.
c'est sur le papier, ça a l'air d'être génial. Mais en fait, il y a aucune boîte qui passe jamais les 30 mois. Ça plonge avant, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est un marché de dupes, parce que les audiences ont été puisées en amont et que de toute façon, il n'y a plus aucun potentiel de croissance et il n'y a plus quasiment que de la décroissance possible. Donc moi, on m'a proposé des trucs comme ça. J'ai également des intervenants qui jouent à ce jeu, qui essayent de sortir et qui essayent de plumer des investisseurs. Après, il y a beau dire: «Ah bah non, tu as mal géré» et cetera. Bon bref, donc on est quand même en zone trouble. Acheter une société internet, acheter de l'audience, c'est quelque chose qui est malin, c'est un bon produit d'investissement, mais encore faut-il tomber sur des vendeurs, qui soient honnêtes. Et de ma propre expérience, soit le vendeur est malhonnête, auquel cas il vend et il a sa raison. Donc moi, ce que je vous invite à comprendre, si vous voulez acheter les business internet, c'est déjà de comprendre quelle est la motivation du vendeur derrière et savoir à quel stade il est. Parce que ce que je suis en train de vous dire, il n'y a rien d'autre en fait. Dans une boîte internet, il n'y a rien d'autre que ça, quoi. Trafic froid, trafic chaud, repeat business, et combien d'achats de pub, et ce qui reste de l'audience à capturer ou pas sur les plateformes ou pas, quoi. Le reste, c'est de la pipe, c'est de la tambouille d'entrepreneur basique qui vaut rien. Et donc, quand le mec il est malhonnête, bah, il cherche à sortir au plus haut. Puis quand le mec il est honnête, bah, en fait, s'il cherche à sortir alors qu'il n'a pas encore épuisé son audience, c'est un con, quoi. Je veux dire, concrètement, on ne vend pas une boîte qui n'a pas épuisé son audience, on la garde parce qu'il n'y a rien qui apporte plus qu'un business internet dans l'économie mondiale, en fait. On est en pleine digitalisation, en pleine révolution, donc c'est là qu'est la marge. Donc, après, on peut se dire, ouais, alors le mec, j'ai rien à dire, j'ai besoin d'un capital, voilà, je ne suis pas capitalisé, tout ça. Le mec est en train de fumer 100 à 200 000 dollars par mois, et donc il est en train de vendre une boîte 500 000, 1 million, et il est en train de dire, j'ai pas assez de capital. Le mec lui dit, bah, t'es un con, quoi, réduis ta part de pub, donc arrête de tout investir dans la pub pour gonfler les chiffres de vente, et puis tu l'auras ton capital, elle est déjà là, ta rente, donc pourquoi tu vends, explique-moi. Donc moi, je vous invite quand même, si vous voulez acheter un business à Internet, à aller discuter droit dans les yeux face à l'acheteur en lui demandant qu'il explique ses choix, pourquoi il vend. Et vous allez voir que la plupart du temps, il n'y aura pas de réponse. C'est pas possible qu'il y ait une réponse parce que soit le mec sait qu'il y a encore du potentiel, encore une fois, il vend pas. Il dit, ouais, ma grand-mère elle est malade, j'ai besoin de cash. Ouais, d'accord, ok, mais non. Soit en fait, c'est niqué et ça vaut rien et ça vaut même pas la moitié ou un quart de ce qu'il est en train de demander comme prix. Donc le souci que je vois actuellement, c'est que c'est compliqué de faire une transaction qui satisfasse l'acheteur et le vendeur et que ça soit à peu près réglo, le prix d'équilibre. Les marchés s'en foutent, il y a trop de cash dans la planète, donc le prix, il y a une compétition sur les actifs qui rapportent qui est énorme. Donc ça attire également beaucoup de gens qui sentent l'argent facile. Donc se positionner dans cet univers, et c'est pour ça, on me demandait pourquoi j'en fais plus, mais parce que c'est impossible, il y a trop moyen de se faire planter à chaque instant en fait. L'honnêteté est l'exception et la malhonnêteté est partout, c'est la règle. Et donc en plus l'honnêteté vraiment elle s'accompagne encore une fois de bêtises. Donc oui, on peut peut-être avoir la chance de tomber sur un vendeur qui est bête, qui n'a pas compris tout le potentiel de sa boîte, ça peut encore arriver. Mais voilà, c'est rare. Il faut se dire que 9 dossiers sur 10, c'est des dossiers bidons, foireux, vides, qui vont vous tuer financièrement. Donc, si vous voulez investir votre argent dans des actifs du net, au moins faites un due diligence, mais un due diligence sévère avec la personne. Mais c'est pas les chiffres en fait. Un due diligence, c'est pas un lawyer qui va pouvoir faire ça, c'est pas un avocat. La seule personne qui va pouvoir faire le due diligence correctement, c'est vous, et ça va être de comprendre, de jauger le vendeur, et ça sera un truc, c'est du poker en fait. Ça va être un jeu de poker. D'évaluer votre vendeur sous l'angle poker, sous l'angle psychologie, et surtout donnez-vous du temps, parce que en fait, les escrocs et les malhonnêtes, en fait, moi ce que j'ai noté, c'est qu'ils ont beaucoup de mal à tenir la durée en fait dans leurs déclarations. Comme ils sont en train d'arnaquer, ils sont pressés par le temps. Et ça, la pression du temps, c'est un de mes critères qui me sert d'alarme. C'est-à-dire qu'ils savent que tout leur univers, tout leur bordel, ça vaut rien. Et donc, du coup, ça vaut ce que ça vaut à l'instant T. Et donc, ça tient avec rien, en fait. Il n'y a aucune inertie, justement, parce que conquérir des clients par la loyauté et puis la qualité des produits, ça les emmerde complet. Ça, ils ne veulent pas entendre parler. Donc, ce qu'ils veulent, c'est les fumer dans les tunnels de vente, comme ça, et bing, et ils harponnent et tout. C'est ça qui les excite. Mais ils savent que ça vaut rien. Pour un investisseur, ça vaut rien. Donc, quand un vendeur arrive, déjà, s'il commence à se la jouer rapide pour la vente, déjà, alerte générale. Et moi, c'est un de mes critères, c'est
prendre le temps justement de faire traîner les choses et d'essayer de comprendre et surtout de reposer les mêmes questions en boucle avec quelques semaines d'écart. Parce qu'un menteur et un malhonnête, il oublie toujours ses mensonges. On peut, c'est pourtant mal dans tous les sens. Rares sont les sociopathes, voilà, complètement carrés dans les mensonges. Il y a deux manières de piéger comme ça c'est malhonnête. La première, c'est le temps. Donc, vous posez une série de questions, vous laissez passer une, deux, trois semaines, puis vous reposez la même série de questions, mais dans le désordre pour pas qu'ils sachent, pour pas qu'ils sentent l'embrouille. Généralement, si vous avez des divergences dans les réponses, déjà, c'est alerte générale. Et puis le deuxième truc, en fait, des menteurs et des escrocs comme ça, Inès, c'est qu'il faut les mettre en action, en fait. Il faut les mettre sur le terrain, dans un truc neutre, et il faut voir comment ils réagissent. Parce qu'autant ils sont très concentrés à mentir quand ils veulent faire une vente, autant quand on les fait agir dans un autre cadre, en fait, leur vraie nature ressort très rapidement, parce qu'ils ne se méfient pas. Et là, ça permet de savoir à qui on a affaire. Et 9 fois sur 10, et je pèse mes mots, 9 fois sur 10, ce sont des escrocs. Donc les gens qui disent ouais, de repère, tu vois le mal partout. Non, c'est pas vrai. Le mal est partout et il y a des escrocs partout dans le net, mais alors à hauteur de 80%. Voilà, j'espère que cette vidéo vous permettra aux ceux qui veulent se lancer là-dedans. C'est pour autant une belle aventure de racheter les actifs sur Internet. J'espère au moins que certains éviteront d'aller se brûler les ailes en payant 10 fois la valeur réelle d'une boîte.